Une partie importante du programme de première année en mécanique, c'est l'étude des mouvements à force centrale. Alors quelques généralités sur les forces centrales. Qu'est-ce que c'est qu'une force centrale? C'est le cas où, dans un référentiel galiléen, la force qui s'exerce sur le point M, qu'on supposerait être la seule force, est une force qui est constamment dirigée vers le point O, donc point fixe de R galiléen, et qui est une force de la forme F égale FER, en utilisant ici le vecteur ER des coordonnées sphériques. Alors si c'est le cas, évidemment on pense tout de suite aux forces qu'exerce par exemple la Terre sur un satellite, donc aux forces d'attraction gravitationnelle, mais il y en a d'autres. Si c'est le cas, si notre point matériel est soumis uniquement à une force centrale, bien le théorème de moment cinétique, qui est ce qu'il faut appliquer en priorité, parce qu'il va donner très rapidement le résultat, il nous dit la dérivée du moment cinétique égale à OM vectoriel F, le moment de la force F, qui est nul, puisque F est collinaire à OM. On en déduit que le moment cinétique se conserve. Comme le moment cinétique c'est un vecteur, s'il se conserve, eh bien on va décider que sa direction étant fixe, elle est portée par un vecteur de base EZ. Et on va même choisir EZ et LO de même sens, de manière à ce qu'il y ait entre les deux un scalaire positif, qu'on définit comme étant MC, M c'est la masse du point matériel, et grand C est appelé constante des airs. Alors ça c'est équivalent à dire que OM vectoriel à MV, donc le moment cinétique, eh bien vu qu'il est toujours porté par EZ, c'est un vecteur qui est par définition orthogonal à OM, et donc on a constamment le vecteur OM qui est orthogonal à EZ, donc au moment cinétique L0, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mouvement de notre point matériel, il est plan, dans un plan contenant O, et orthogonal à EZ. Donc c'est un théorème qu'on démontre très rapidement, et qui est très important. Les mouvements à force centrale, ce sont des mouvements plans, dans un plan qui contient le centre de force. Une fois qu'on a vu que le mouvement était plan, on fait le choix d'utiliser des coordonnées polaires Rθ et la base de coordonnées polaires ER-Eθ pour repérer le mouvement du point matériel dans ce plan-là. La vitesse s'écrit R.ER plus Rθ point Eθ. Et là, attention, parce que beaucoup d'exercices vus en terminale et en première année de classe prépa font intervenir des trajectoires circulaires, et certains élèves ont tendance à vouloir généraliser le résultat et à dire que la vitesse est systématiquement portée par Eθ, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est le cas que lorsque le mouvement est circulaire. On va voir par exemple des mouvements paraboliques ou elliptiques par la suite. Le moment cinétique prend une forme plus simple du fait que OM c'est RER et que la vitesse c'est R.R plus Rθ point Eθ. Dans ce produit vectoriel, il ne reste plus que du mr carré θ point EZ. Or, le moment cinétique d'une constante qu'on a définie comme étant MCEZ. Donc on déduit la loi des airs. Lors du mouvement, le produit de R carré par θ point reste une constante égale à grand C. Ce résultat nous prouve que on ne peut pas avoir de mouvement comme celui-là, pour lequel le point matériel est rebrousserait chemin comme ça. C'est pas possible, parce que θ point doit garder un signe constant. Donc si ici θ point il est positif, il ne peut pas à un moment donné devenir négatif. Donc on va tourner autour de O. Alors un autre résultat très important, qui dérive toujours du théorème de moment cinétique, c'est que si on cherche à déterminer l'aire que balaye le rayon vecteur, ou le vecteur position, c'est la même chose. Un vecteur position, c'est le vecteur OM. Donc O, c'est notre centre de force. Le vecteur OM, vu que M il se déplace, à l'instant t il est là, et à un instant t plus dt, il est ici. On a un point qu'on appelle M de t plus dt. Ce vecteur OM, il a balayé une certaine R qui est ici en vert. Alors, pendant dt, le point matériel, il a tourné de dθ,
et la distance au centre de force, elle est passée de R à R plus dr. On montre que le vecteur surface, qui est un vecteur qui possède la surface verte et qui est orthogonal au plan de la figure, eh bien c'est le vecteur que l'on obtient en faisant 1/2 de OM vectoriel OM plus DOM. Alors le 1/2, ça vient du fait que si on faisait uniquement OM vectoriel OM à l'instant t vectoriel OM à l'instant t plus dt, on obtiendrait l'aire du parallélogramme formé par OM de t et OM de t plus dt. Or nous, l'aire qui nous intéresse, c'est l'aire de ce triangle-là, c'est la moitié du parallélogramme, d'où le 1/2. Alors quand on fait le calcul du vecteur surface élémentaire balayé, vu que OM vectoriel OM c'est vecteur nul, il nous reste 1/2 de OM vectoriel DOM. Et en divisant par dt, on voit que ds sur dt, donc la dérivée du vecteur surface par rapport au temps, c'est 1/2 de OM vectoriel DOM sur dt, le vecteur vitesse, et on reconnaît presque le moment cinétique du point matériel au point de réduction O, LO. Alors pas tout à fait, parce que LO c'est OM vectoriel MV, donc on a 1/2, et puis il nous manque un M, donc ça nous fait du 1/2 de LO sur M. Alors LO est égal à MCEZ, c'est aussi C sur DEZ. Alors l'important c'est que c'est une constante, et donc la loi des airs, puisque c'est finalement la même chose que ce qui est ici, mais traduit en termes de surface balayée pendant dt, eh bien la loi des airs, elle nous dit que l'aire balayée par le vecteur position OM pendant des durées égales, c'est toujours la même. Ça s'appelle une vitesse aérolaire, ds sur dt, c'est une constante et qui est reliée à la constante des airs, grand C. Nous allons maintenant aborder l'aspect énergétique des mouvements à force centrale. La force est centrale, elle est portée par ER, et elle s'écrit F de R, ER, donc on suppose qu'elle ne dépend, ce qui sera le cas des forces que l'on va envisager plus tard, que de la distance au centre de force. Donc cette force, on peut l'écrire moins DEP sur DRER, EP c'est simplement au signe près la primitive de F, et c'est une fonction qui ne dépend que de R. L'énergie mécanique se conserve, puisqu'on supposait que F était la seule force qui s'appliquait sur le point matériel. C'est la somme de 1/2 de mv carré et de l'énergie potentielle qui ne dépend que de R. Et on va pouvoir se ramener au cas des mouvements à 1 degré de liberté comme ceux que l'on a vu précédemment, parce que bien que la vitesse dépende de θ point, le vecteur vitesse c'est r.er plus rθ.er, une fois qu'on met au carré, eh bien on voit qu'on peut éliminer le θ point carré grâce à la loi des airs. θ point c'est c sur r carré, θ point carré ça sera c carré sur r4. Et du coup, tout se passe comme si on avait un seul degré de liberté petit r. On peut mettre comme précédemment l'énergie mécanique sous la forme d'un terme positif, qui fait intervenir l'énergie cinétique, on va dire radiale. R point, ça caractérise la façon dont le point matériel s'écarte du centre de force O. L'important c'est que ce terme-là est positif. Et puis, un terme qui n'est plus l'énergie potentielle, puisqu'on a rajouté le terme qui était initialement en θ point et qui donne 1/2 de mc carré sur R2, eh bien tout ça joue le rôle que jouait tout à l'heure l'énergie potentielle, et on l'appelle l'énergie potentielle efficace, et elle ne dépend que de R. Nous allons exploiter cette énergie potentielle efficace, mais dans le cadre particulier des forces newtoniennes. Alors les forces newtoniennes sont les fameuses forces en 1 sur R2. Alors on pense aux interactions gravitationnelles. Alors dans ce cas-là, la force écrit F égale moins K sur R carré ER, avec K qui vaut G M1 M2, donc elle fait intervenir le produit des deux masses des corps en interaction fois la constante universelle de gravitation. Mais ça marche aussi pour les interactions électrostatiques, c'est la loi de Coulomb, où deux charges ponctuelles Q1, Q2 eh bien, sont soumises à une force qui sera répulsive si Q1 et Q2 sont de même signe, parce que du coup il y aura 2 moins, et donc la force qui exerce 1 sur 2, elle sera dirigée de 1 vers 2, et bien sûr ce sera des forces attractives si Q1 et Q2 sont de signes opposés. Alors, le cadre du programme, c'est celui où les deux corps qui sont en interaction newtonienne ont des masses très différentes. Par exemple, il y a la masse M1 qui est très grande devant la masse M2.
Ce qui permet de considérer que le référentiel qui est centré sur M1, le point matériel M1 de masse M1, eh bien c'est un référentiel galiléen, ce référentiel est fixe, et donc on peut étudier l'autre point matériel de masse M2 beaucoup plus faible dans le référentiel R. Alors effectivement, le cas le plus général, c'est quand M1 et M2 sont du même ordre de grandeur, on ne peut pas faire l'approximation précédente, et on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle la réduction du problème à deux corps. On se place à ce moment-là dans le référentiel barycentrique du système grand M1, grand M2, du système des deux points matériels, dont on démontre qu'il est galiléen. Et après, on se ramène à un mouvement d'un point fictif, mais ce n'est plus au programme. Donc nous, on va considérer que le référentiel centré sur le point matériel M1 est galiléen. Alors, dans le cas qui nous intéresse, eh bien, puisque on connaît la force qui est en moins K sur R2, DEP sur DR, c'est moins cette force-là, c'est K sur R2, et on s'est intégré, l'énergie potentielle, elle est en moins K sur R. Alors, il y aurait bien une constante, mais tout le monde va prendre la même convention, c'est que cette constante est nulle. Donc cette convention, c'est que lorsqu'on s'éloigne du centre de force, grand O, eh bien l'énergie potentielle tend vers 0. Donc EP tend vers 0 quand R tend vers l'infini. Dans ce cas-là, l'énergie potentielle efficace que l'on avait déterminée tout à l'heure, qui est égale à l'énergie potentielle moins K sur R plus 1,5 de mc carré sur R carré, eh bien on va pouvoir la tracer sans trop de problèmes. Si on dérive cette énergie potentielle efficace par rapport à R pour pouvoir tracer les courbes correspondantes, on trouve 1 sur R carré facteur de K moins mc carré sur R, et on doit distinguer deux possibilités. Soit K est négatif, alors comme on vient de le dire, ça n'arrivera que pour des interactions électrostatiques pour lesquelles les deux charges se repoussent, donc le produit des charges est positif. Bon, à ce moment-là, DEP efficace sur DR reste toujours négatif, on a une courbe qui ne fait que décroître, qui tend vers plus infini quand R tend vers 0, puisque quand R tend vers 0, eh bien c'est ce terme-là qui domine, et qui tend vers 0 quand R tend vers l'infini, c'est ce terme-là qui domine, mais K étant négatif, ça tend vers 0+. Alors avec un tel graphe d'énergie potentielle efficace, on voit que l'énergie mécanique ne peut être que positive, et quelles que soient les conditions initiales, eh bien on n'a pas accès à des valeurs R plus petites que R min. R min, c'est la valeur pour laquelle EM est égal à l'énergie potentielle efficace. Et donc, quelles que soient les conditions initiales, eh bien, R ne pourra être que plus grand que R min. On n'aura accès qu'à ces positions-là. Et R tend vers l'infini quand T tend vers l'infini, quelles que soient les conditions initiales. Alors, on pourrait montrer que ce mouvement, ça correspond à un mouvement selon une branche d'hyperbole, dont O est le foyer, le centre attracteur est le foyer, attracteur ou ici plutôt répulsif. Et notre point matériel, il décrit donc une branche d'hyperbole, mais dont O est le foyer. Alors une hyperbole, ça contient deux branches. O, c'est le foyer qui serait à l'extérieur de la concavité de notre branche d'hyperbole. Il serait à l'intérieur de la concavité de la deuxième branche, mais cette branche n'est pas décrite par le point matériel. C'est l'autre qui est décrite. Au contraire, quand K est positif, c'est le cas des interactions attractives, donc soit Q1, Q2 est négatif, dans le cas de charge, soit toutes les interactions gravitationnelles qui ne sont qu'attractives, eh bien, la dérivée de l'énergie potentielle s'annule pour R égale mc carré sur K, une valeur qu'on note R0, et notre graphe, eh bien, il présente un minimum d'énergie potentielle efficace. Pour cette valeur R0, alors toujours pareil, hein, si on regarde l'expression de l'énergie potentielle efficace, ce terme-là domine en R égale à 0, donc on tend vers plus infini pour R tend vers 0. Et c'est ce terme-là qui domine quand R tend vers l'infini, on tend vers 0 moins. Donc voilà la courbe verte qui présente une cuvette de potentiel. Et selon la valeur de l'énergie mécanique, selon les conditions initiales, on a trois mouvements possibles. Premier mouvement,
correspondant à une énergie mécanique positive, eh bien, R sera plus grand qu'une valeur minimale, correspondant à EM3 égale énergie potentielle efficace. Et là encore, on montre que c'est un mouvement selon une branche d'hyperbole. Alors la différence avec tout à l'heure, c'est que les interactions étant attractives, eh bien le foyer, notre centre attracteur, il est à l'intérieur de la concavité de la branche d'hyperbole. On a un cas critique, lorsque l'énergie mécanique est nulle, c'est le cas d'un mouvement parabolique. Alors dans ce mouvement-là, eh bien R sera plus grand qu'une valeur minimale, qui serait ici. Mais la conique qui est décrite n'est plus la même, c'est une parabole, dont O est le foyer. Ces deux états s'appellent des états de diffusion, c'est-à-dire que quelles que soient les conditions initiales, le point M, eh bien, à la fin, il se trouve à l'infini du centre attracteur O. Et puis le dernier cas, c'est le cas où l'énergie mécanique est négative, donc c'est EM1. Dans ce cas-là, on a un mouvement dans la cuvette de potentiel, et R est bloqué entre deux valeurs RP et RA. On prouve que la trajectoire est une ellipse. Alors P correspond donc à la distance minimale, eh bien c'est lorsqu'on est sur le grand axe de cette ellipse, mais à la distance minimale du foyer, c'est-à-dire en un point qu'on appelle le périgée. Alors que A, la valeur maximale de R, elle est obtenue lorsqu'on est toujours sur le grand axe de l'ellipse, mais en un point qui s'appelle l'apogée. Alors, périgée-apogée, c'est si le centre attracteur était la Terre. Si le centre attracteur, c'est le Soleil, on parlerait plutôt de périhélie et d'aphélie. Alors, important, hein, de PA, on a 2 fois A. Par définition, A, c'est le demi-grand axe. Et donc, on sait calculer ce demi-grand axe, c'est RA plus RP sur 2. Et il faut retenir que l'énergie mécanique s'écrit 1/2 de mv carré moins K sur R, et que selon les conditions initiales, eh bien, cette énergie mécanique sera positive, et dans ce cas-là, on aura un mouvement hyperbolique. Nul, on aura un mouvement parabolique. Et négatif, on aura un mouvement lié, on sera dans un état lié, où les deux corps vont rester à distance finie l'un de l'autre, la trajectoire du point matériel M étant une ellipse. Le mouvement circulaire est un cas particulier du mouvement elliptique. Alors c'est un cas que l'on trouve assez souvent. Les trajectoires des planètes autour du Soleil, en première approximation, c'est des cercles. On sait envoyer des satellites qui vont avoir une trajectoire circulaire. Et puis surtout, ça a l'avantage que les calculs sont simples. Alors on peut utiliser les résultats précédents pour trouver tout ce qui concerne le mouvement circulaire, ou alors on peut les déduire directement du PFD. Alors adoptons une démarche qui consiste à utiliser les résultats précédents. Alors, puisqu'on a un mouvement circulaire, c'est le cas évidemment des interactions attractives, K est positif. Les résultats précédents nous permettent d'avoir la constante des airs. Constante des airs, c'est R carré θ point, avec R qui reste une constante égale à R0 pour un mouvement circulaire. Comme la vitesse V, c'est R0 θ point, la vitesse V0, c'est R0 θ point 0, eh bien, on en déduit que on a, d'après la loi des airs, R0V qui vaut R0V0, donc V égale à V0 égale une constante, θ point égale θ point 0 égale une constante égale oméga, donc si le mouvement est circulaire, eh bien, il sera nécessairement en plus uniforme. C'est une conséquence de la loi des airs. D'autre part, on connaît l'expression du rayon R0 parce qu'on l'a vu précédemment grâce au diagramme d'énergie potentielle. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que pour avoir R égale constante, il fallait que l'énergie mécanique soit égale à l'énergie potentielle efficace minimale. Dans ce cas-là, cette constante, c'était R0, dont on a prouvé qu'elle valait mc carré sur K. Donc, utilisons ce résultat, puisque R0 c'est mc carré sur K, et que C c'est R0 V0, eh bien, on en déduit la valeur de la vitesse V0 sur le mouvement circulaire, qui est racine de K sur MR0.
Or, on peut retrouver ces résultats directement en appliquant le PFD et en projetant sur la base ER, Eθ. Donc pour un mouvement circulaire, la projection selon ER c'est moins R 0 θ point carré. Et la projection sur le θ c'est R0 θ seconde. Donc on n'oublie pas la masse puisque c'est somme force égale MA. La force qui s'exerce sur le point M, elle est portée par ER, elle est radiale et elle vaut moins K sur R0 carré. La force orthoradiale est nulle, ce qui nous démontre la loi des airs sur ce cas particulier. Θ seconde étant nulle, θ point est une constante, égale à V0 sur R0. Si je remplace dans l'expression qui est ici, on retrouve la bonne expression de la vitesse du mouvement circulaire, racine de K sur MR0. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est excessivement rapide à démontrer et qui doit être démontré très rapidement dans le cadre des oraux, des concours ou des écrits. On peut en déduire aussi très rapidement l'expression de la période du mouvement circulaire. Pourquoi? Parce que si on écrit différemment la projection radiale du PFD, on voit qu'on a mr0 θ point carré égale k sur r0 carré avec θ point qui est oméga qui vaut 2pi sur t, t étant la période recherchée. On en déduit t carré sur r0 cube égale 4pi carré m sur k. C'est la fameuse troisième loi de Kepler, dans le cas particulier du mouvement circulaire. Et, encore une fois, c'est une formule qu'il faut savoir retrouver très rapidement. Du point de vue énergétique, l'énergie cinétique, c'est un demi d'mv0 carré, on a l'expression de V0, donc c'est aussi égal à 1 demi de K sur R0. L'énergie potentielle, c'est moins K sur R0. Donc l'énergie mécanique, somme des deux, c'est moins K sur 2R0. Et l'énergie mécanique, eh bien, dans le cas d'un mouvement circulaire, c'est l'opposé de l'énergie cinétique, et c'est la moitié de l'énergie potentielle. Alors ces relations-là, quand elles sont vérifiées, eh bien en fait, on peut démontrer que c'est équivalent au fait qu'on ait des interactions newtoniennes et qu'on ait un mouvement circulaire. Donc ça, c'est vraiment la marque, cette relation, d'un mouvement circulaire newtonien. Dans le cas de la gravitation, K, c'est grand G, la constante universelle de gravitation, fois le produit des masses des deux corps en interaction. Grand M, la masse supposée très grande devant petit m du centre attracteur grand O. Petit m donc. Les trajectoires, elles, eh bien, dans le cas plus général, sont elliptiques. Et ce que l'on vient de voir sur le mouvement circulaire va pouvoir aisément se généraliser. La démonstration n'est pas au programme. Juste, il nous manque quelques petits renseignements géométriques sur une ellipse. Donc, l'ellipse, c'est une conique fermée qui possède deux foyers, symétriques par rapport à son centre. La droite qui passe par le centre et les deux foyers, eh bien, c'est le grand axe de l'ellipse. Et la droite qui est orthogonale au grand axe et qui passe par le centre de l'ellipse, c'est le petit axe. Alors, le demi-grand axe, on a vu qu'il s'appelait petit a. De la même manière, le demi-petit axe s'appelle petit b. Alors, prenons le cas où le foyer de la trajectoire, il est ici. Notre point matériel va donc décrire une trajectoire elliptique autour de O, qui est caractérisée par des coordonnées polaires, attention, de centre O et non pas de centre C. Donc elles sont centrées sur le foyer de l'ellipse et pas sur son centre. Eh bien, il est très facile de passer du cercle à l'ellipse. On a vu que l'énergie mécanique, c'était moins K sur 2R0 pour le cercle. Eh bien, on remplace R0, le rayon du cercle, par le demi-grand axe de l'ellipse. Et l'énergie mécanique, dans le cas de l'ellipse, c'est moins K sur 2A. C'est un résultat qu'il faut mémoriser. La troisième loi de Kepler, c'était T carré sur R0 cube égale 4pi carré sur Gm. Eh bien, là aussi, il suffit de remplacer R0 par A pour obtenir la troisième loi de Kepler de manière plus générale pour un mouvement elliptique. T carré sur A cube, c'est 4pi carré sur Gm. Mais attention, tous les résultats ne peuvent pas se généraliser. Par exemple, dans le cas du cercle, la vitesse V était constante, c'était racine de Gm sur R0. Et donc, ça serait faux de dire que la vitesse
le long de la trajectoire elliptique, c'est racine de gm sur petit a, puisque elle varie. Alors elle varie pour une bonne raison, c'est la loi des airs. La loi des airs nous dit que l'air balayé par le vecteur position pendant une durée égale est toujours la même. Donc si on est proche du foyer, par exemple au voisinage du périgée ou du périhélie, eh bien, pour balayer la même aire que lorsqu'on est loin du foyer, pendant des durées égales, il faut aller beaucoup plus vite. Donc la vitesse ne peut pas être une constante. Plus précisément, on détermine la vitesse en fonction de R grâce à la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est moins k sur 2a qu'on vient de le voir. C'est aussi la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. On en déduit la loi entre la vitesse et la distance au centre attracteur. Pour finir, revenons sur les lois de Kepler. Il les a formulées de la façon suivante. Les planètes décrivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil S est un des foyers. Le vecteur position S planète balaye des aires égales en des durées égales. Et le rapport entre la période de révolution autour du Soleil de la planète au carré et le demi-grand axe de la trajectoire de la planète au cube est une constante, 4 pi carré sur gms, constante dans le sens où c'est la même valeur quelle que soit la planète.